TV International. 17 ans déjà. Il était le dernier ministre de la Défense de Pascal Lissouba. Il est le chef de l'opposition politique. Celui que Escale Politique va voir s'appelle Pascal Tchati Mabiala. Avec lui, nous parlerons de la gouvernance, gouvernance électorale, gouvernance politique, gouvernance économique, mais nous parlerons aussi de l'UPADES, de l'opposition et de bien d'autres sujets. Mais en attendant, je vous propose d'abord de suivre Sabio Express. Depuis décembre 2017, c'est lui qui est le chef de l'opposition politique. Pascal Tchati Mabiala est né le 28 novembre 1948 à Loudima, d'où il est député en 1992, puis depuis 2002 jusqu'à ce jour. Enseignant de formation, c'est lui qui était ministre de la Défense durant la guerre du 5 juin et qui se dit toujours ardent défenseur du bilan de Pascal Lissouba, était secrétaire général de l'UPADES sous Pascal Gamassa, Christophe Mukwege et Victor Tambatamba, avant de prendre véritablement les rênes de ce parti en 2013 quand le congrès de l'UPADES l'élit premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. C'est chez lui que Giscard Maungu a marqué son escale politique. Mais voici, j'ai pensé venir chez vous pour escale politique. C'est très bien, je suis disposé à vous recevoir et à échanger avec vous. Merci bien, monsieur le chef de l'opposition politique. C'est ça. Je m'assois où pour l'émission? Alors, quand vous êtes, moi je propose que vous asseyez là. D'accord. Et moi ici, nous sommes en face de caméra. Asseyez-vous. Merci bien. Président, merci de nous recevoir chez vous. Comment allez-vous? Très bien. Tout dernièrement, nous avons suivi dans les médias, il y a une délégation du Conseil national du dialogue qui est venue vous voir, vous, chef de l'opposition politique. Il y a un dialogue en vue? Mais il n'y a pas que le chef de l'opposition congolaise qui a été visité par cette délégation. Exactement. Je pense que c'est l'ensemble des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité, à ce que je sache. J'ai vu les images à la télévision. Et il y a un dialogue en vue, bien entendu, parce qu'ils sont venus pour faire des consultations en vue d'eux. Est-ce qu'il y aura un dialogue? Mais s'il n'y a pas de dialogue, pourquoi s'engagerait-il dans une telle, ce que je peux appeler comme une bonne petite aventure, de consulter les partis politiques, la société civile, si ce n'est pas pour aboutir à un dialogue? Donc je pense, effectivement, qu'il y a un dialogue et nous avons, fait quelques propositions. Si dialogue il y avait, de quoi on parlerait? Si dialogue il y aurait, de quoi on parlerait alors? D'abord, le Conseil national du dialogue est une institution constitutionnelle qui a vocation de préparer les éléments de dialogue dans le pays, qui est un organe consultatif et qui répond du président de la République. S'ils viennent à nous, je suppose, qu'il y a eu avec le président de la République d'abord, avant tout, avant de contacter les partis politiques, qu'il y a eu ce contact et qu'ils ont la mission du président de la République de consulter les partis politiques. Je ne vois pas en dehors de cette démarche ce qui aurait pu se faire et qui pourra réussir en dehors du président de la République. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes? Moi, j'ai entendu des gens, avec pertinence d'ailleurs, dire mais le pays va bien. Et puis s'il y avait à dialoguer, mais c'est le gouvernement qui dirait dans le pays, il y a tel problème, venez, on va discuter. Or, cette fois, apparemment, le Conseil national de dialogue n'a pas les éléments pour faire ce dialogue. Et vient vers les partis politiques pour une consultation. Ça peut être vu, effectivement, comme étant une réflexion pas achevée du Conseil national du dialogue et
vient s'enquérir de ce que pensent les partis politiques. Vu comme ça, on se posait des questions. Mais aussi, on peut le prendre dans l'autre sens. Quel sens? Nous avons été à Ouesso, Oui. il y a un an. On a parlé abondamment de quoi? Parce que là, c'était pas un dialogue, c'était une consultation, donc sur une thématique précise sur la gouvernance électorale. On a constaté des défaillances sur la Commission nationale électorale indépendante, dite indépendante, mais qui ne l'est pas, à la vérité. On a constaté des faiblesses sur le corps électoral, qui n'est toujours pas fiabilisé. On a constaté également l'absence de transparence de nos élections en raison du manque de clarté dans ce que je peux appeler le fichier électoral. Alors il faut une biométrie, il faut qu'on aille maintenant à la biométrie, avec des cas d'électeurs, photos, tout compris, pour arriver à organiser des élections qui ne soient pas contestées. On a même pensé également, non pas pensé, on a arrêté des mesures sur le prochain découpage électoral. Le découpage électoral. Pas celui qui a été fait pour élever certaines collectivités locales communes de en plein communes de exercice. plein exercice, mais il s'agit de revoir le cadre actuel qui régit nos circonscriptions électorales et donc de revenir à un découpage électoral. Il a été également question du plafonnement des frais de campagne électorale. Autant de questions pertinentes qui ont été posées à Ouesso, mais qui ont été reportées quant à leur examen, reportées maintenant, c'est-à-dire avant la prochaine élection présidentielle. On va y revenir. Donc voilà des sujets qui peuvent faire l'objet justement, et j'allais dire, la gouvernance électorale. On va y revenir, mais est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs avec ces consultations du Conseil national du dialogue? Parce que vous êtes aussi législateur, vous savez que l'initiative du dialogue vient du président de la République. Donc on a comme l'impression que c'est le Conseil national du dialogue qui vient vers vous pour vous demander... Mais qu'est-ce que vous en savez? Parce que moi, je ne fais pas la différence entre le Conseil national du dialogue et le président de la République. C'est une institution, j'allais dire même c'est un organe du président de la République. C'est un levier du président de la République qui l'utilise s'il pense qu'il y a une opportunité de dialoguer, c'est le président de la On a République. l'impression que cette délégation va chercher les sujets du dialogue. Est-ce que c'est ce que la loi dit exactement? Ce n'est pas une question de la loi. La loi ne limite pas. La loi dit il y a tous les sujets qui peuvent faire l'objet d'un dialogue. Mais je dis, si vous mettez une scission entre le président de la République et le Conseil national du dialogue, à ce moment, votre question a un sens. Mais moi, je pense que le Conseil national du dialogue travaille sous l'autorité directe du président de la République. Et je crois que c'est des démarches voulues par le président de la République, de consulter les partis politiques. Et ce ne sera pas la première fois qu'on consulte les partis politiques, la société civile, les personnalités. Il y a déjà une jurisprudence dans ce pays, il y a eu des consultations sur des thématiques qui ont fait l'objet par la suite des dialogues. Ça ne sera pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est un peu encadré par la loi. Et on sait que, et je reviens sur ce problème, on sait que la loi, et même la Constitution, article 228, si je ne m'abuse, qui dit que cet organe, c'est un organe de concertation, d'apaisement, de recherche Du consensus. Oui. entre les forces vives de la nation, Oui. pour des problèmes politiques, de grands problèmes politiques d'intérêt national. Oui. C'est fixé. Mais oui. Lorsque cet organe se déplace vers vous, Oui. est-ce que c'est l'esprit de cette loi? Bien sûr, mais vous répondez à la question. Oui, nous sommes dans les grands sujets, et moi je vous en ai évoqué quelques-uns. C'est des problèmes de la nation. Les problèmes électoraux sont des problèmes de la nation. On ne peut pas sous-estimer l'importance des questions électorales dans notre pays. Je dis, nous avons commencé une concertation à Ouesso. Ça n'a pas été achevé. Nous sommes à quelques 14 mois d'élection présidentielle. Mais voilà un sujet qui taraude tous les esprits. Irons-nous ou n'irons-nous pas à l'élection présidentielle? Si on doit y aller, est-ce que c'est dans les conditions actuelles où rien ne bouge, rien ne se dit, et on est toujours en train de contester et le corps électoral, et la commission électorale qui n'est pas indépendante, et tout. Mais c'est des questions. Quelle autre question voulez-vous, entre autres? Mais pour moi, c'est des questions d'intérêt national, ça. Moi, j'ai pris mon téléphone. Et donc, c'est à bon droit que le Conseil national du dialogue, mandaté par le président de la République, j'en suis sûr, vient vers les partis politiques pour savoir s'il y a d'autres sujets, peut-être, c'est d'autres sujets que ceux qui sont
de la connaissance du Conseil national du dialogue. Avant vous, nous avons reçu sur notre plateau M. Kinyumbi Kiambougou, Oui. qui, parlant justement de cet organe, faisait des reproches à tous ceux qui recevaient ces délégations-là. Je vous donne juste ça pour que vous puissiez répondre à M. Kinyumbi. Ne me parlons pas de cette Mabiala, mais je dis simplement qu'ils l'ont reçu, c'est leur droit de recevoir qu'ils veulent. Dans ce qui concerne la chaîne, comme d'autres partis politiques, que ce soit la majorité, je n'ai même pas cru voir, je crois, même lorsque cette cellule de communication était allée voir les partis politiques, la majorité, je n'ai pas vu le secrétariat permanent du PCT recevoir. Okay, on est en train de tourner autour du pot. Voici ce que la Constitution dit et la loi dit. C'est lorsqu'il y a des problèmes politiques que le peuple congolais dit, il affirme que les vertus du dialogue, notamment pour avoir un consensus autour des problèmes politiques d'intérêt national. Voici ce que la Constitution dit. Et la loi va dans les détails. Et cet organe, le Conseil national du dialogue, j'allais dire, est sous la responsabilité, sous l'autorité du président de la République. Et c'est lorsque le président de la République est confronté à des problèmes politiques d'intérêt national. Bon, au jour d'aujourd'hui, moi je vais poser la question au pouvoir, quels sont les fameux problèmes politiques? Il y en a où? Et de ce que je crois savoir, cette cellule de communication passe voir les partis politiques pour dire qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous qu'on parle? Ce n'est pas ce que la loi dit. Okay. Qu'est-ce que vous répondez à M. Mais M. Kinyumbi ne peut pas ignorer, d'abord c'est très bien, M. Kinyumbi ne peut pas ignorer que dans ce pays il y a des problèmes. Et moi j'ai dit, premier problème, il y en aura d'autres qu'on va évoquer, les problèmes électoraux. Mais il faut bien qu'on en parle. Alors, si on n'en parle pas, on fait quoi? Vous savez, là on dialogue, on fait qu'on prépare la guerre. C'est justement pour prévenir les conflits inutiles dans notre pays, que cette fois, le dialogue, se préparant généralement par le gouvernement, mais se prépare aussi en interaction avec les partis politiques. Ils viennent en consultation. Et je crois que la consultation fait partie aussi du jeu démocratique. Au lieu que ce soit le gouvernement qui impose une thématique, venez dialoguer sur tel sujet, eh bien cette fois le gouvernement nous dit, au travers du Conseil national du dialogue, qu'avez-vous à dire? Ben, nous avons ceci, entre autres. Ben, et aussi, c'est sûr que dans leur judiciaire, ils ont aussi des propositions à faire. Et l'ensemble de ces questions résumées, rapportées au président de la République, qui en dernier ressort prendra la décision ou non de convoquer le dialogue. Il n'a même pas convoqué le dialogue. Quand M. Kinyumbi dit que ceux qui viennent vous consulter, c'est une cellule de communication qui n'a pas une existence légale, et donc une compétence pour vous consulter? Non, c'est une délégation du Conseil national mis en mission par le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Ce n'est pas une cellule de communication. C'est le Conseil national. Moi, je ne fais pas de différence entre le président, le secrétaire permanent Martin Berry et ses mandataires. Et ils viennent au nom du secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. On ne peut pas dire que c'est des gens qui n'ont aucun mérite, qui n'ont aucune crédibilité. C'est ça déjà le Conseil national du dialogue. Ne les méprisons pas, les ramenant simplement à une cellule de communication. Ils ont un mandat du secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, qui lui-même a un mandat du président de la République, en tant qu'organe dépendant du président de la République. Moi, c'est comme ça que je vois le schéma. Ça ne vous gêne pas que certains membres de cet ordre ne sont pas encore nommés en dehors du bureau et que le Conseil national du dialogue descend déjà sur le terrain pour consulter? Ça ne nous gêne pas? Ne nous limitons pas à ces artifices. Nous, vous savez, nous avons subi des reproches du Conseil national du dialogue, nous, opposition. La cérémonie qui a été organisée au ministère des Affaires étrangères, qui est une cérémonie de présentation des organes du Conseil national du dialogue, cérémonie à laquelle nous avons été conviés, nous avons décliné parce que ça ne nous concernait pas. Nous avons dit, ça ne nous regarde pas. Ça concerne, c'est une question d'organisation interne du Conseil national du dialogue. Nous n'allons pas. Nous ne sommes pas allés. Bien. Mais j'ai entendu tout ce qui a été dit dans la presse. Cette fois, ils viennent vers nous. Mais je ne fais pas de différence, j'aurais bien voulu voir Martin Berry, mais Martin Berry dit, moi j'envoie une délégation. C'est au nom de Martin Berry qu'ils viennent.
Et je ne peux pas croire que le secrétaire permanent Martin Berry ait pris une telle initiative sans en référer au président de la République. Je peux me tromper, mais je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Le président de la République, Martin Berry, qui a envoyé une délégation, des consultations préliminaires. Et il dit même dans la note, parce que nous avons reçu la note de Martin Berry, signée de Martin Berry, qui nous dit « J'envoie d'abord une délégation qui viendra parler à mon nom, et après ce sera moi-même qui me transporterai vers vous pour affiner les premières consultations qui auraient été engagées avec eux. » Alors, si vous êtes des hommes polis, des gens civilisés, mais pourquoi ne pas les recevoir? Dans le chronogramme, on arrive quasiment jusqu'à mai-juin, chronogramme de travail de cet organe. Mai-juin 2020. Oui, 2020. On aura peut-être déjà aussi le recensement général de la population et de l'habitation. On sera quasiment dans la période préélectorale. Ça aussi, ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. Écoutez, mais ça c'est des dates qui sont avancées. Mais on peut peut-être les avancer aussi. C'est des dates, en juin 2020, tenue probable de ce dialogue. Mais je n'ai pas, moi, l'agenda du président de la République. Je n'ai pas non plus l'agenda présidentiel. Ça, c'est des idées qui ont été émises. Mais peut-être que ça peut intervenir avant. Mais ne nous accrochons pas à ce que je parais, moi, superfétatoire. Le plus important, c'est que le gouvernement, c'est le président de la République plutôt, a mandaté le Conseil national du dialogue de faire des consultations auprès des partis politiques, de la société civile, des personnalités, en vue de se parler, où les Congolais se parlent. À quel moment? Je ne sais pas du tout, mais j'imagine bien qu'il y a quand même un lien avec un grand événement qui se prépare et qui a quelques 14 mois seulement, et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, et le Conseil, le dialogue qui est attendu pourrait être l'occasion justement d'en parler et de trouver des solutions idoines pour aller à une élection apaisée. Moi, tous les autres détails, ça m'importe peu. Est-ce que c'est en juin? Est-ce que c'est avant juin? Ceux qui sont venus, ont-ils un mandat? Ont-ils une légitimité? Ça, c'est vraiment pour moi des détails. Tout à l'heure, vous avez abordé le dialogue de Wesso. Vous avez parlé de la concertation de Wesso. Dans le communiqué final de cette concertation, concernant les 3 points qui restent dans la gouvernance électorale, la biométrie, le redécoupage électoral et le financement des campagnes, le communiqué final disait clairement qu'il y a eu des avancées significatives. Vous avez été à ce dialogue, donc vous avez acté ce communiqué final. Quelles sont ces avancées significatives? Vous savez, il y a des jeux de mots. Les avancées significatives, en ce qui concerne le corps électoral, ils pensent que nous avons les éléments du RAS, le recensement administratif spécial. Que vous avez contesté. Que nous contestons toujours. Mais il y a des données qui existent, des données qui peuvent être corrigées. Parce que malgré tout, il y a des données corrigées. Mais nous avions l'avantage aujourd'hui ou demain d'avoir avec nous des statistiques nouvelles qui nous seront données par le recensement général de la population et de l'habitation. Malheureusement, je ne suis pas sûr que nous ayons ces données avant l'élection présidentielle. Et là, vous avez parfaitement raison pour dire, mais vous avez acté ce qui a été dit, quelles sont les avancées. Mais les avancées, c'était de toutes petites avancées. Au moins, le fait d'émettre déjà l'idée qu'il faut plafonner les frais de campagne électorale, qu'il faut financer les campagnes électorales pour mettre tous les Congolais au même pied d'égalité pendant les campagnes électorales. C'est déjà une avancée que d'en parler. Mais ce n'est pas seulement à Wesso qu'on en a parlé. Ah oui? Sibiti, on en avait parlé aussi. Oui, oui. Et même peut-être un peu d'Olizy. Oui. C'est pas une mais où est le problème? Mais ce n'est pas. Alors il faut se poser cette question au gouvernement qui n'agit pas. Moi je suis pas du côté du gouvernement. Moi je constate comme vous qu'effectivement on en a parlé à Dolizy, on en a parlé certainement à Sibiti, je n'y étais pas, on en a parlé à Evo, on en a reparlé à Wesso. Mais pour dire, mais vous perdez votre temps, c'est ça que vous voulez dire. Vous perdez votre temps. Inutile de... C'est ce que j'ai dit. Ah, mais c'est tout comme. Vous perdez votre temps puisque vous ne faites que... Vous avez dit que c'est une petite avancée, c'est comme si c'était une... Mais le fait même d'en parler... À Wesso. Ah oui. Alors qu'avant Wesso, on en avait parlé aussi. Oui, on en a parlé. Mais attention, moi je n'étais pas à Sibiti. Je n'étais pas à Sibiti. Sibiti, c'était beaucoup plus pour la modification de la Constitution. Le reste, c'était, je l'ai dit, la concertation de Sibiti ou le dialogue de Sibiti. Nous étions en plein débat sur la Constitution. Le reste, c'était des détails. C'était des détails. À Wesso, nous avons pris comme thématique essentielle la gouvernance électorale. Et ces points
qui ont été déjà avancés à Dunizi, qui l'ont été certainement à Ivo et à Sibiti. Mais on ne perd rien en reprenant le débat tant que les solutions ne sont pas arrivées. Alors le report dit, mais vous avez reconnu qu'il y avait des avancées, quelles sont-elles ces avancées? Mais le fait d'en parler, de reparler, il y a des avancées, il y a des petites choses qui se font sans le savoir. Maintenant, nous allons les prendre au mot, comme vous faites bien de me prendre au mot. C'est fini non plus nous dire il y a des avancées, c'est maintenant aller à la décision finale. Il faut qu'il y ait la maîtrise, il faut qu'il y ait le plafonnement des frais de campagne électorale, il faut qu'il y ait le soutien de tous les candidats, puisque après tout, nous participons tous à l'expression du suffrage, et il faut qu'il y ait une commission électorale véritablement indépendante. Si cette fois il y a dialogue, je serai aussi exigeant que vous, monsieur le journaliste, pour dire ben, ça suffit la comédie, maintenant il faut qu'on pose les problèmes. Ou on le fait ou on ne le fait pas. Et pourquoi on ne doit pas le faire? Alors il faut utiliser d'autres méthodes. Peut-être des méthodes qui ne seront plus démocratiques pour arriver à obtenir ce que nous n'avons pas obtenu et à Dunizi, et à Ivo, et à Sibiti. Vous dites des méthodes qui ne seront peut-être pas démocratiques? Ben, peut-être, je dis peut-être. C'est-à-dire qu'on ne va plus dialoguer, ça ne sert à rien. En 2009, ça ne sert à rien. Il y a eu le dialogue de Brazzaville. En 2011, il y a eu le dialogue d'Evo. En 2013, il y a eu le dialogue de Dunizi. En 2015, il y a eu le dialogue de Sibiti. Il y a eu votre dialogue de Diatta. D'accord? En 2017... C'était le contre-dialogue. Bon, ok, contre-dialogue de Diatta. En 2017, il y a eu la concertation de Ouesso. De Ouesso. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ben, on n'arrête pas de dialoguer. Parce que si, moi je comprends bien votre souci, c'est pour dire, oh, il y en a marre, quoi. Excusez-moi d'être un peu barbare. Mais on ne peut pas faire comme ça. Parce que sinon après, quand on a dit ça, on fait quoi? On se lève et puis on fait quoi? Je vous pose la question. Mais non, mais parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Moi j'estime qu'aujourd'hui, nous n'avions pas un organe de dialogue comme ça. Ça c'était convoqué uniquement par le gouvernement, le ministère de l'Intérieur. C'était le ministère de l'Intérieur. Là, nous avons un organe un peu comme intermédiaire entre nous et le pouvoir, qui s'appelle Conseil national du dialogue. Quoique ce soit un organe consultatif, mais nous avons quand même un organe qui écoute. Donc, là, nous avions un face-à-face avec le gouvernement et qui biaisait, qui disait, nous savions qu'il n'y avait pas de sincérité. Peut-être, toujours il n'y a pas de sincérité. Mais cette fois, quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a un Conseil national du dialogue et les prochaines consultations, les prochains dialogues, pour reprendre le terme à la mode, il y aura le Conseil national du dialogue. Mais il y a aussi, nous avons pris cette fois, comme les consultations précédentes que vous avez si bien citées, mais il n'y avait pas le représentant du secrétaire général des Nations Unies. C'était nous-mêmes, Cette fois... Monsieur le Sénifal est venu vous voir. Monsieur le Sénifal? Oui. Ouais. Et quels sont les problèmes que vous avez posés à monsieur le Sénifal pour que, si dialogue il y ait, que ça ne soit pas comme les autres dialogues? Nous lui avons dit, croyez-nous, nous lui avons dit, ça devient comme un petit jeu d'enfant. On fait des dialogues, on fait des consultations, finalement, on est toujours en train de faire du surplace. Mais j'ai dit, d'abord, il faut que vous le notiez, que cette fois, nous avons un représentant du secrétaire général des Nations Unies. C'est déjà un fait nouveau. Et lui nous dit, vous avez le soutien de la communauté internationale. Ce que nous n'avions pas avant. Jusqu'où ira ce soutien, on ne le sait pas. Ce que nous n'avions ni à Ouesso, ni à Sibiti, ni à Dunizi, ni à Ivo. Cette fois, il y a quand même s'il n'est pas très impliqué, mais au moins il y a l'œil, il y a l'oreille de la communauté internationale. Ce que nous n'avions pas avant. Si je peux appeler ça comme avancée, c'en est une avancée. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est ce que je vous dis toujours. Quels sont les problèmes du pays? Et nous avons égrené tous les problèmes du pays. Il n'y a pas que la gouvernance électorale, il y a la gouvernance économique, il y a la guerre du pool, la crise du pool qui n'est pas totalement résorbée et qui peut aussi constituer un ordre du jour à ce dialogue que nous appelons de tous nos voeux. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps, sinon on allait développer encore sur les questions du dialogue, mais je vais vous poser peut-être une ou deux questions. Est-ce que c'est le problème, puisque depuis 2009, on a cessé de dialoguer dans ce pays, depuis 2009, on a cessé de parler de la gouvernance électorale, est-ce que le problème se situe au niveau des textes ou des hommes? Non, de la volonté politique.
des hommes. De la volonté politique, disons clairement les choses. Ce qui veut dire que... C'est-à-dire qu'avec ou sans les textes, on aurait pu faire des avancées considérables. Il n'y a pas la volonté politique. Ça, il faut le dire clairement. Et le pouvoir, ce pouvoir n'a pas la volonté d'aider à la résolution des problèmes qui sont posés. Et nous voulons le pousser jusqu'à ce dernier retranchement. Et cette fois avec la présence de la communauté internationale. Maintenant, voilà le fait nouveau. Je vous vois encore à Evo, votre enthousiasme, les conclusions d'Evo. Et après, vous êtes refroidi. Est-ce que vous n'avez pas, vous ne vous sentez pas dans cette situation de chat échaudé craint l'eau froide? Non, pas du tout. Vous savez, la construction d'un pays, ça c'est de très bonnes expressions, la construction d'une nation, d'un pays, se fait avec beaucoup de patience. C'est peut-être pas nous qui allons voir le règlement de ces questions. Peut-être que nous posons les jalons pour une construction d'après. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui... Ce que vous voyez ici, ce sont vos papas, vos grands-parents qui ont construit. Et nous sommes en train justement d'en jouir. Peut-être que nous sommes simplement les initiateurs de tout ça. Et c'est peut-être après nous, finalement, qu'au Congo, on pourrait bien organiser de très bonnes élections. Peut-être c'est après le président Sassou, peut-être après nous ne serons plus les acteurs majeurs. Mais c'est ça, un État se construit de génération en génération. Nous nous posons les jalons, nous faisons ce que nous avons à faire aujourd'hui. Mais sans nous fatiguer, nous le ferons. Parce que, autrement dit, on fait quoi? C'est pas moi, je pose la question à ceux qui me posent les mêmes questions que vous. Mais si on ne dialogue pas, oui, on a dialogué, mais si on dit, bon, on ne dialogue pas, on va en insurrection, on prend les armes, on rentre en rébellion. Non, alors si on ne dit pas, continuons de dialoguer, continuons. C'est fatigant certainement, mais on ne peut pas s'arrêter au premier obstacle, à la première difficulté. C'est vrai que quand on fait le bilan, on est tenté de dire à quoi ça sert d'aller encore à ces négociations. Et vous dites, est-ce que c'est un problème textuel? Dites non, ce n'est pas un problème de texte. Mais c'est quoi donc? Et je vous réponds sans embâche. C'est la volonté politique. Ce pouvoir n'a pas envie de changer le mode électoral. Parce qu'il pense qu'en changeant le mode électoral, il perdra le pouvoir. Parlons de la gouvernance, je m'adresse au chef de file de l'opposition. À chaque fois que vous parlez de la gouvernance politique et même économique, vous avez toujours des mots assez forts, c'est kafkaïen, c'est ubuesque. Concrètement, pourquoi vous dites ça? Mais parce que c'est la vérité. Mais parce que c'est la vérité. Si nous prenons la gouvernance économique, vous savez, nous on a voté la loi sur le rééchelonnement, vous étiez dans la salle, c'est avec peine que nous avons voté la loi sur le rééchelonnement de la dette avec la Chine. Je dis même l'amour dans l'âme. Mais parce que le gouvernement fait des choses qui ne... On dit mais c'est pas possible. On a l'impression que c'est des gens qui vivent sur une autre planète. On dit mais c'est kafkaïen, il n'y a pas de sens. Voilà un pouvoir qui a eu autant d'atouts, qui a eu autant de moyens pour assurer mais convenablement et durablement notre progrès économique. Et qui se retrouve là. Je dis mais c'est pas possible. C'est pourquoi je dis mais alors vous nous demandez à nous de le faire à leur place. Nous sommes dans l'opposition. C'est le pouvoir qui gère le pays aujourd'hui. C'est quand même aussi le gendarme Mais non, le gendarme, non, c'est pas tout à fait le gendarme. Nous avons un rôle tribunicien. L'opposition a un rôle tribunicien. C'est-à-dire quand même un regard sur mais c'est ce que je dis. Le gendarme, on vous arrête, on vous enferme. On va mettre en prison. Mais nous, on ne peut pas les enfermer. Donc on n'est pas gendarme. Par contre, on a un rôle tribunicien. C'est-à-dire pour nous, c'est parler. Il faut qu'on parle, il faut qu'on dénonce, et c'est ce que nous faisons. Mais on ne peut pas faire plus que ça, l'opposition. Dans tous les systèmes démocratiques, l'opposition n'a qu'un rôle tribunicien. C'est-à-dire qu'il parle, il conteste, il dénonce et il propose. Mais ce n'est pas des gendarmes. Le gendarme, c'est celui qui siffle, vous avez une infraction sur la voie publique, et il vous met en fourrière, la voiture en fourrière, ou bien c'est un délit de droit commun, mais non, on n'est pas gendarme. Donc le terme gendarme n'est pas approprié pour nous qualifier. Depuis là aussi, vous martelez sur la gestion du pouvoir. Oui. Vous martelez sur la... Mais il y a aussi votre gestion à vous, du palais,
au pouvoir aussi. Oh là là. Certains aussi font des critiques sur votre gestion à vous. Aujourd'hui, les faits le démontrent tranquillement. Et je suis très heureux. Tous ceux qui ont dit des choses sur la gestion de Pascal Lissouba, ben, ils constatent aujourd'hui que ce qui a été dit, c'était non seulement du mensonge, mais ceux qui l'ont dit eux-mêmes n'en étaient pas à la hauteur de Pascal Lissouba. Nous avons laissé le pays avec quelle est la dette? Quel était le niveau d'endettement le 5 juin quand nous quittons le pouvoir? Quel est le niveau de la dette? Ça ne fait même pas 40% du PIB. Quand nous avons pris le pays, attendez, ça c'est bien, quand nous avons pris les responsabilités, le président Lissouba a prêté serment le 31 août 92. Quand nous prenons le pays, nous avons simplement le bilan fait par la Conférence nationale souveraine. Nous étions le pays le plus endetté au monde par tête d'habitants. Tout était arrêté au Congo. Oui, mais... Alors nous avons, mais ça c'est le bilan dont nous avons hérité. Mais quand nous laissons... le tableau quand même. Pardon? Pascal Lissouba avait ce tableau-là. Mais bien sûr. Et puis il avait promis une petite Suisse. Non, attendez d'abord. La petite Suisse, elle devait arriver. C'est pas en 5 ans qu'on fait la petite Suisse. Et posez-moi la question, mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Mais quand arrive le coup d'État, mais la situation est rétablie. Vous n'en dites pas trop, mais lorsqu'on arrive à la veille, monsieur... Peut-être que c'est l'UPADES elle-même qui n'en dit pas trop. La preuve. Non, mais vous ne relayez... L'anniversaire de votre président, vous n'avez même pas fait du bruit. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui êtes un peu... timoré. Non, parce qu'on a une autre culture, peut-être en matière de communication. Je vais vous dire ceci. Malgré la situation catastrophique dont nous avons hérité, mais nous ne sommes pas assis pour dire, c'est pas nous, c'est pas de notre faute. On a travaillé. Et le pays hérite le président Sassou quand il revient aux responsabilités. Je ne parle pas de 5 années de guerre qui ont tout détruit. Mais avant le 5 juin, prenez une image du Congo avant le 5 juin 1997. Nous avons rétabli tous les équilibres. Les salaires étaient payés maintenant régulièrement. Nous avons poussé même le culot à payer les fonctionnaires pendant la guerre. Donc, la situation redevenait normale. Lisez tous les documents, y compris de la coopération française, sur la situation, comment Pascal Lissouba en si peu de temps a redressé. Nous avons reçu, je vais vous le dire, vous ne le dites pas assez, bon, peut-être aussi notre faute nous-mêmes, les acteurs de cette époque, nous avons reçu publiquement, officiellement, les félicitations du Fonds monétaire international, de M. Kandessu, qui est venu là, pour féliciter les avancées extraordinaires faites par Pascal Lissouba, avec M. Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire, qui était son adjoint au Fonds monétaire international. Donc, c'était ça le Congo. Et le pays était en train maintenant de sortir de la situation catastrophique dans laquelle nous l'avons trouvé. Il y a eu quand même des retards de salaire. Non, les retards de salaire, mais quand nous prenons le pouvoir, quand nous prenons le pouvoir, bien sûr déjà, avant même la conférence nationale, il y avait déjà des retards de salaire. Avant la conférence nationale. Et pendant la transition, mais ça s'est aggravé. Bien sûr, on ne pouvait pas en 2 jours rétablir ces équilibres. Mais 2 ans de travail, et nous avons normalisé la situation et les salaires étaient devenus réguliers. Et il y a eu des retards de salaire que l'administration de ça a soldé. Bien sûr, mais bien sûr. Nous avons pris tout ça en compte parce que quand vous héritez d'une situation, vous prenez tout sur vous. Mais nous avons également corrigé ce qui a été fait dans le passé, y compris à rattraper le retard causé par le régime précédent. Mais je pense que l'histoire un jour acquittera Pascal Lissouba. Il n'y a pas un président qui a connu autant de difficultés dans la gestion. Aujourd'hui, le président Sassou, il a la paix, il a la stabilité, il a les ressources, il a le temps. Donc on peut faire des choses dans la durée. Mais nous, c'est 5 ans. Mais combien de temps? Dès qu'il prend le pouvoir, 31 décembre, 1 mois après, c'est une motion de censure. Mais dans aucun pays au monde, dans aucun système démocratique, on prend une motion de censure. Le président n'a même pas commencé à appliquer son programme. Même pas du tout. 1 mois après, c'est une motion de censure. Bon, et je vais terminer par là. Une motion de censure. Le président de la République répond. Parce que lui aussi, il a des pouvoirs. Non, il n'a pas appliqué l'article 75 de la Constitution, il a violé l'article. Et ça, j'ai entendu, et j'ai suivi encore une vidéo du président Sassou, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne peuvent jamais l'accepter. C'était un appel à l'insurrection d'un ancien chef d'État. C'est quand même pas... Bon,
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président n'a jamais violé l'article 75. Je veux qu'aujourd'hui, au moins que les gens nous écoutent, on n'a jamais violé l'article 75 de la Constitution. Qui disait quoi? Le président de la République nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Bien. Quand nous avons pris le pouvoir, après la passation du pouvoir, on a nommé Bongo Noira Premier ministre, il est bien dans la majorité. Et arrive la motion de censure. Il voulait une nouvelle majorité. Attendez. Parlementaire. Attendez, ok, c'est là la question. Mais ce n'est pas qu'il a refusé d'appliquer. Il dit, oui, je vais nommer le Premier ministre. Mais quelle majorité? De quelle majorité? Nous venons des élections il n'y a même pas quelques jours. Le peuple congolais a donné une majorité, mais c'est cette majorité qui donne le Premier ministre. Vous venez de fabriquer une majorité de salon. Moi aussi j'ai des pouvoirs constitutionnels. Je vais en user. L'article 80. Lorsque l'équilibre est rompu, en cas de crise dure et persistante plutôt, entre l'exécutif et le législatif, le président de la République peut, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il dit, lorsque l'équilibre des institutions est rompu, notamment que les puristes, notamment, et le mot notamment signifie quoi? Qu'il n'y a pas que ce qui est dit dans la Constitution, il y a autre chose, mais qui relève à ce moment du pouvoir discrétionnaire du président. Ce n'est pas un pouvoir lié. Ce qui est lié, c'était de constater qu'il a une crise aiguë et persistante. Ça, on pouvait dire, est-ce qu'elle était aiguë, est-ce qu'elle était persistante, est-ce qu'il devait dissoudre l'Assemblée? Mais on dit notamment, c'est-à-dire entre autres, il y a autre chose. Mais autre chose qui doit l'apprécier, c'est le président de la République. Et c'est là qu'intervient son pouvoir discrétionnaire. Et il a dissous l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas nommé un Premier ministre comme ça. Il a dissous l'Assemblée nationale et renvoyé les députés aux consultations pour qu'il y ait une majorité franche, nette, légitime, issue du peuple. À partir de ce moment-là, il nommerait un Premier ministre. Il y avait quel problème pour entraîner le pays dans une guerre? Et c'est ça qui a entraîné les haines, les rancœurs, à peine contenues, se sont explosés en 1997 pour faire la guerre. Et ça, je ne comprends pas. Vous savez, le jour même, il fallait écouter, je ne sais pas, vous étiez encore très jeune, un ministre, il est ministre d'État actuellement, dans le gouvernement. Le matin, au lendemain de la dissolution de l'Assemblée, il passe à Radio Congo pour dire la dissolution de l'Assemblée est un acte de guerre. Nous devons faire la guerre. Il est ministre d'État, je ne dis pas son nom. C'est grave ça. Il dit, bon, nous allons convoquer les élections dans 90 jours, comme prévoit la Constitution. Vous allez devant les électeurs, confirmer votre majorité. Et pour que ça soit plus légitime, au lieu que ça soit une majorité de salon. C'est quoi? Allez aux élections dans 90 jours. Je vous donne la présidence de la commission électorale. On peut imaginer aujourd'hui que le pouvoir actuel donne la présidence de la commission électorale à un opposant comme moi, que je suis. Lui, il l'a donné. Donc, c'est pour les rassurer qu'il n'avait aucun... il n'y avait pas de feinte à cela, qu'il était honnête avec tout le monde. Et nous sommes allés aux élections tranquillement, sous contrôle de l'armée, sous contrôle de l'armée, sous contrôle international. Et nous avons gagné les élections. La guerre a continué. Alors on dit, le président Lissouba a refusé d'appliquer l'article 75. Non. Il a suspendu pour dire, je veux d'abord m'assurer que le Premier ministre que je nommerai sera issu d'une majorité, mais légitimement décidée par le peuple congolais. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et là, effectivement, il y a eu des incompréhensions. Et même vous, la presse, vous n'expliquez pas très bien cette question qui nous entraînait dans une guerre absurde, franchement. Après toutes ces garanties, on vous donne la commission électorale indépendante pour la présider. Le gouvernement, c'est un gouvernement de 40-60, où la majorité, l'opposition avait plus de ministres que Pascal Lissouba. C'était une cohabitation en réalité. Et donc c'est ce gouvernement de cohabitation qui organise les élections, avec à la tête de la commission électorale indépendante, l'opposition. Et puis vous dites qu'on a triché, comment on va tricher? Voyez-vous? Ok, ça c'est votre point de vue. Non, mais c'est vrai, moi je relis tant de choses. Hein. J'ai repris les textes, j'ai rappelé les textes constitutionnels. C'est ça. Je ne pense pas comme ça, mais soit tout à l'heure... Non, ce qui porte un jugement, je dis c'est même pas un jugement de valeur, c'est que immédiatement, après la dissolution de l'Assemblée, le président devait nommer un Premier ministre issu de cette nouvelle majorité. En dehors de ça, il n'y a pas de problème. Mais lui a dit d'accord. Mais moi, cette majorité, je ne la considère pas comme étant une majorité légitime. Moi, je veux avoir une majorité franche,
issu d'une élection propre, comme celle que nous avons eue en 92. C'était tout. Maintenant, c'était à eux de démontrer, de transformer l'essai, comme on dit au basketball. C'était à eux de dire, oui, nous avons prouvé que c'est bien nous qui sommes majorité dans le pays, et voilà, nous donnons au peuple congolais une majorité importante à l'Assemblée nationale. Et là, à ce moment, le président Lissouba a joué un grand risque. C'est un grand risque. Parce que si l'opposition de l'époque avait gagné les élections législatives, venait avec une majorité confortable, le président Lissouba démissionnait. Qu'est-ce qu'il allait faire? Ah ben, il a joué. C'était un gros risque qu'il a pris. Mais il dit, je prends le risque. S'il gagne les élections, moi je démissionne. Parce que qu'est-ce qu'il allait faire? Ok, donc on va parler de l'UPADES et de l'opposition que vous dirigez, mais j'aimerais avoir votre permission que cela se fasse à votre siège, si vous me le permettez. On peut y aller. Merci. On va aller au siège pour poursuivre. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gestion de Pascal Lissouba, mais je voulais... On avait déjà abordé aussi la gouvernance et la gouvernance économique. Vous êtes extrêmement dur contre le pouvoir actuel. Je disais, expliquez-nous. Mais parce que dur, c'est pas dur au point d'empêcher le gouvernement de travailler. Parce que nous le disons toujours, et ce n'est pas une clause de style, nous disons que la réussite du gouvernement, c'est la réussite du peuple congolais. Et l'échec, effectivement, rejaillit sur l'ensemble du peuple congolais. Et donc, nous ne pouvons pas être une opposition qui empêche le gouvernement de travailler. Au contraire, nous voulons qu'il réussisse. Mais nous voyons comment ça travaille. On ne peut pas avoir autant d'opportunités, autant d'atouts et être comme un gouvernement qui est là à gaspiller tout ce que, je même dis tout ce que la nature nous donne. Gouverner, c'est prévoir. Et quand on parle maintenant du terme à la mode, la gouvernance économique, c'est bien gérer, bien manager, mais également avoir une capacité d'anticipation. C'est ça. En 2016, la crise était là sous les pieds. Et il y a eu cette grande réunion au Cameroun, à Yaoundé, des chefs d'État avec Mme Lagarde et le ministre français de l'économie et des finances. Mais pour attirer l'attention des chefs d'État de la CEMAC qu'il y avait la nécessité d'engager le pays dans les réformes. Et que la plupart des pays, comme nous sommes des pays pétroliers, et qu'il y avait une crise qui était là déjà, avec une croissance très faible. Les pays comme la Guinée équatoriale et comme le Congo étaient déjà pratiquement en récession. Et on a demandé instamment aux chefs d'État d'engager des réformes dans leur pays, et particulièrement au Congo. Il a même été demandé à notre président, le président Sassou, d'être un peu comme le porte-parole des autres chefs d'État dans les futures négociations avec le FMI. Nous sommes arrivés, c'était la période de l'année électorale, et le président de la République, qui devait se saisir déjà de ces conseils prodigués par la plus haute institution financière internationale, le FMI. Et nous l'avons vu, vous voyez, nous l'avons vu jouer un peu comme à l'autruche, ne pas affronter les difficultés. Et je vais terminer. Et quand il rentre en campagne électorale, pas un mot sur la crise qui était là déjà. Et il vient avec un programme, le chemin d'avenir, plus loin. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes en crise, vous ne pouvez appliquer aucun programme, sinon un programme de stabilisation. Autrement dit, et c'est ça la gestion, dit, il faut prévoir, il faut anticiper. Si en 2016 déjà, le président dans sa campagne électorale avait dit la vérité au peuple congolais, que nous sommes en crise, mais je me porte candidat, je sollicite vos suffrages, mais avec un programme, mais qui n'est ni moins ni plus qu'un programme de stabilisation, parce qu'il faut stabiliser les équilibres macroéconomiques, il faut relancer le pays avant d'espérer appliquer un programme, quel qu'il soit, de gauche ou de droite. Vous dites, Denis Sassou Nguesso, dans l'un de ses discours, a bien dit qu'il a le devoir de vérité, et il a dit au peuple congolais que nous allons affronter des moments difficiles. Non. De quelle vérité? Mais ça ne veut rien. Mais non, mais ça ne veut rien dire. Le problème, c'est pas de dire nous avons des difficultés, on va les affronter. De dire voilà ce que je fais. Parce qu'il a même parlé de rupture. Ah, c'était des discours très forts. Merci de me le rappeler. Rupture, transparence, vérité. Mais la vérité des chiffres. Dit, voilà comment ça se présente. Et moi-même, j'en donne l'exemple.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout arrêter, il faut aller maintenant à un programme, de gestion différent de celle que nous avons faite. Parce qu'il faut stabiliser le pays. Ce qu'il est venu faire, c'était en contradiction avec ce discours. C'est ça d'ailleurs, je ne comprends pas le président de la République. Souvent, il dit une chose et son contraire. Je vous explique. C'est-à-dire, quand il a dit rupture, transparence, mais qu'est-ce qu'il y a eu de rupture? On a continué comme si de rien n'était. On a continué de vivre comme si de rien n'était. Vous ne faites rien pour accompagner cette rupture-là, ce mot d'ordre-là. Le mot d'ordre n'est pas seulement pour la majorité, c'est pour le Congo. Mais non, mais nous on va faire quoi? Nous on n'est pas aux affaires. Vous pouvez dénoncer. On a de cesse de dénoncer, M. Mawongo. Par la parole. Mais ce n'est que par la parole. Mais c'est la parole. Je dis, dans tous les pays démocratiques, l'opposition a un rôle tribunicien. S'il n'a plus ce rôle, donc il devient une rébellion, on prend les armes. Non, vous pouvez aussi aller vérifier, apporter les preuves d'un détournement, d'un ceci ou d'un cela, vous ne le faites pas. Mais ça, on n'en a pas besoin. On dit, mais attendez, on va parler de la corruption tout à l'heure. Je dis d'abord ce qui s'est passé en 2016. On n'aurait peut-être pas, si on n'aurait pas évité la crise, mais je crois qu'il y aurait, on aurait anticipé sur beaucoup de choses dans ce que nous connaissons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, pardon. Et le président fait une campagne électorale avec un projet, le chemin d'avenir, c'est-à-dire avec des investissements, comme si de rien n'était. Alors, nous, qu'est-ce qu'on avait à dire au président? C'est lui qui est en campagne électorale. Il pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Nous n'allons pas l'arrêter. Et il est élu. Nous avons attendu presque 2 ans après pour engager les réformes. Mais pendant ce temps, la situation s'est dégradée. Alors vous dites qu'il fallait qu'on sorte avec des documents. Quels documents? Et ils ont tout. Et nous aussi, nous avons les informations. Il s'agissait d'aller au concret. Ce qu'il a bien dit dans le discours, ce n'est pas ce qui a été appliqué. Je vais vous donner un exemple, président. Il a dit dernièrement, on va arrêter, il n'y aura pas de petits poissons, de gros poissons, en tout cas tout le monde, on n'arrêtait personne. Voilà. Alors vous dites... On n'arrêtait personne. Monsieur Longo, c'est personne. Non, écoutez, si on doit arrêter les gens, vous savez bien, tout ce qu'on vit là, les problèmes avec les traders, les dettes, c'est pas Elongo tout ça. Elongo c'est le maillon le plus faible. Mais quand il a parlé de gros poissons, mais Elongo était déjà en prison. Les gros poissons, c'était pas Elongo. Elongo était déjà en prison. Ça veut dire que le président lui-même sait à qui fait allusion quand il parlait de gros poissons. C'est pas Elongo, qui pour moi est un petit poisson, et en plus qui était déjà à la maison d'arrêt. Donc ce n'est pas de lui qu'il parlait. Et je veux, moi, nous sommes une opposition constructive. Quand le président fait bien, nous disons ça c'est bien. Parce que ce qui est bien pour le peuple congolais est bien aussi pour l'opposition. Mais on ne peut pas faire de très beaux discours. Mais le président de la République fait d'excellents discours. Mais dans l'application, c'est tout le contraire, j'ai dit. Si le président, dès 2016, avait pris le taureau par les cornes, parce que nous étions en crise, et posé le problème de réforme, parce qu'il n'y a rien d'autre, de réforme, mais des réformes structurelles, pas conjoncturelles, je crois qu'on aurait anticipé sur ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez, depuis 2017, mais la Russie ne bouge pas. Cela se traduit simplement par quoi? Le reste, les Congolais moyens, c'est quand on paye les salaires, il y a la consommation, la vie est à peu près normale. Mais dès qu'il y a un problème de salaire, dès qu'il y a un problème, donc il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de consommation, et il y a des désordres dans les foyers. Les retraités ne sont pas payés, les fonctionnaires sont peut-être jusqu'ici bien payés, mais ça commence déjà à s'allonger. Et les autres agents de l'État ne sont pas payés, il y a un délestage. Mais ça, on devait rapidement dire aux Congolais que nous avons un niveau de recette qui ne correspond pas à notre niveau de dépenses. Mais ça, même en père de famille à la maison, et comme on dit, il faut vivre au niveau de vos moyens. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On réduit de façon drastique les moyens de l'État. On réduit pour sauver ce qui peut l'être. Pour sauver ce qui peut l'être. Et regarder les couches les plus vulnérables. Et ce qu'il fait, c'est bien. Il a préservé les salaires des fonctionnaires. C'est très bien. Moi, j'ai bien apprécié ça. Même si ailleurs, les institutions, ceux qui sont... C'est bien. Mais pendant combien de temps? Ça va durer combien de temps? Nous avons aussi l'accord avec le FMI et les 48 mesures. Est-ce que vous êtes d'avis, comme certains camarades de l'opposition, que le gouvernement ne réussira pas
à appliquer ces mesures? Moi, je ne peux pas le dire comme ça, là. C'est irresponsable. Nous, on a suivi, on a accompagné le gouvernement. Nous avons voté toutes les lois. Parce qu'il fallait absolument que nous ayons cet accord. L'accord est là. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de tout faire pour appliquer ces mesures et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Parce que sinon, on n'a pas d'autre solution. Donc, je ne peux pas dire que le gouvernement sera incapable. Ça, c'est ceux qui étaient contre la conclusion d'un accord avec le FMI et qui aujourd'hui ont quel discours? Ces mesures, le gouvernement n'y arrivera pas. Et ils sont peut-être même contents qu'il n'y arrive pas. Ce n'est pas le cas, c'est nous, notre opposition. Nous, on veut qu'ils réussissent. Mais alors, c'est ce que je dis, mais il faut aller justement, il faut aller de l'avant. Il y a ces mesures, il y en a 48. Quelles sont les mesures qui ont déjà été appliquées? Et puis la communication du gouvernement. Vous savez combien de temps il a fallu pour que, même vous la presse, que vous rentriez en contact du document sur les 48 mesures? C'est un peu comme si c'était tard. C'était comme, voilà. Aussi même opposition, vous n'en parlez pas aussi. Mais si, parce que peut-être vous avez monsieur à la mais si, mais non. Mais on a demandé, enfin nous l'avons reçu. Mais ce n'est pas le gouvernement qui nous a remis. Mais pas les voir aujourd'hui avec l'Internet, avec tout ce qu'il fait. Vous allez sur le site du FMI, vous avez... Donc le gouvernement faisait, je ne sais pas, jouer à quel jeu. En tous les cas, on le saurait. Et donc nous avons les 48 mesures. Mais ces 48 mesures, c'est effectivement des mesures draconiennes. Mais il faut un gouvernement de combat, comme avait dit le Premier ministre, pour appliquer ces mesures. Nous attendons la première revue au mois de décembre. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, il y a des mesures déjà qui devaient être appliquées sur la transparence. Il y a des dossiers que le FMI a exigé qu'ils soient transmis au Parlement avant la fin du mois de mai. Avant la fin du mois de mai. Donc quand nous étions en train de voter la loi sur le rééchelonnement de notre dette avec la Chine, déjà il était prescrit qu'à fin mai, parce que c'était le 17 mai que la loi a été votée, qu'à la fin du mois de mai, nous aurons les documents sur les projets, le financement des projets de la municipalisation accélérée. On n'a pas les détails de tous ces projets avec les coûts de tous les projets. Nous avons, le FMI a également demandé que soient transmis au Parlement les préfinancements opérés par la SNPC et qui justement opèrent notre dette auprès des traders. Nous n'avons pas tous ces documents-là jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ces documents. Mais c'est une exigence du FMI. C'est pourquoi on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on veut cacher? Parce que à la fois le président dit rupture, rigueur et transparence. Mais la transparence, c'est ça. On dit, vous avez combien de dossiers sont transmis au parquet sur la corruption? Combien? C'est une des mesures. Maintenant, il faut les mettre en ligne. Que ce soit en ligne, que tout le monde sache quand on va sur le site du gouvernement, combien de dossiers ont été transmis dans le cadre de la lutte contre la corruption? Combien de dossiers? Il n'y a rien du tout, jusqu'aujourd'hui. Nous avons voté la loi mettant en place la haute autorité. Nous étions contre parce que je savais que c'était un peu comme disait Napoléon, quand on ne veut pas résoudre un problème, on crée une commission. Avec le dispositif judiciaire qui existe, on peut lutter contre la corruption s'il y a la volonté politique. Mais quelle est votre action, vous, en tant qu'acteur politique, pas seulement opposition, parce qu'après tout, vous contribuez aussi à faire que le Congo puisse se développer. Oui. Quelle est votre action? Mais nous on parle et on remet plus. Mais ça c'est l'exécutif, M. Maoungou. Mais nous on ne peut pas, l'opposition ne peut pas se substituer au gouvernement. Non, nous tous en tant qu'opposition aussi. Oui. Vous-même vous dites vous êtes une opposition constructive. Oui. Je reprends vos mots à vous. Oui, nous votons les bonnes lois, c'est ça. Nous votons les bonnes lois qui vont dans le sens justement de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Nous faisons des propositions. Il nous arrive de faire des propositions à l'Assemblée et au sein des commissions. Mais il n'y a que là. Mais autrement dit, c'est le gouvernement qui a la haute main sur la gestion du pays. L'opposition ne peut pas se substituer au gouvernement. Il y a aussi la corruption que vous dénoncez. Oui, la corruption que nous dénonçons. Oui. Mais quand on a fini de dénoncer, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller arrêter le corrupteur ou le corrompu? Ça, ce n'est pas nous. Nous avons dit, pour une fois, la commission, celle qui a été dissoute, la commission qui est présidée par le ministre Nguele, enfin a produit un document, un dossier, dans lequel était impliqué un ministre du gouvernement en fonction, devant la presse. Voilà des éléments. Il y a la présomption d'innocence, on n'a pas dit que c'était vrai, mais au moins il y a un fait. Et puis c'est pas n'importe qui, c'est le président de la commission, légalement institué par le gouvernement, qui vient dire j'ai les preuves d'un détournement important fait par un ministre. Mais immédiatement, dans un état de droit, il y a une action qui devait être intentée.
Mais rien du tout. Donc même pour ce ministre, qui n'est toujours pas lavé de ce soupçon, mais c'est très grave, et pour lui et pour sa famille. Donc à quoi on joue? Le ministre d'État de cabinet du président, je ne sais pas si vous n'étiez pas convié à cet exercice, où il dénonçait les détournements dans le domaine des recettes forestières. Et il dit, ça c'est rien du tout. Il y en a encore, nous avons... Bon, mais on n'arrêtait personne. Sauf que si, il y a eu quand même le directeur de cabinet qui était en prison. Vous pensez que des sommes aussi importantes peuvent être détournées et que c'est le directeur de cabinet seul? Et c'était sur une période relativement longue. Vous accusez madame Rosalie Matondo? Non, moi je n'accuse personne. Si ce n'est pas le directeur de cabinet, c'est Rosalie Matondo. Non, je n'accuse personne. Non, je ne suis pas là accusé comme ça. Je dis, est-ce que vous pouvez croire qu'un directeur de cabinet seul, sur une période relativement longue, ça commence même avant Matondo. C'est une gestion qui a commencé peut-être avant Matondo. Henri Nzongo. Pardon? Henri Nzongo. Je ne cite personne. Non, moi je ne cite personne. Je dis, mais tout le monde devait être au moins entendu. Au moins être entendu. Et puis être blanchi par la justice. C'est ça. Quand on dit, monsieur Maoungou, parce que vous bénéficiez de la présomption d'innocence, mais vous êtes interpellé. Il y a une information judiciaire, vous êtes interpellé. Et après, si l'on constate que les faits sont, le dossier est vide, vous êtes relaxé. Et vous êtes blanchi par la justice. On sait que l'on fait, mais ça traîne des situations sur le dos des gens. Même 10 ans après, ils pourront être interpellés. Parce que là, on ne pourra pas user du principe de l'autorité de la chose jugée, ça n'a pas été jugé. Donc il y a des soupçons comme ça, quelquefois graves. Je ne parle pas du ministre Matondo, pas plus que je n'en parle du ministre Nzombo. Mais je dis, on ne peut pas se demander le directeur de cabinet qui seul a été au cœur de ce grand détournement de milliards. Alors à ce moment-là, même pour inattention, le ministre ne peut pas conserver son poste. Moi, je suis ministre et mon directeur de cabinet peut détourner des sommes aussi importantes où je suis complice, où je suis incompétent, je ne suis rien de mon cabinet. Il y a au moins une sanction administrative. Et c'est de me sortir du gouvernement. Donc pour vous, tous ceux qui ont vu leurs collaborateurs être mouillés dans des cas de détournement devaient démissionner. Donc je ne généralise pas, mais regardez les choses, mais franchement. Parce qu'on veut lutter contre la corruption. Est-ce que ce n'est pas une méthode aussi? Mais bien sûr, moi je suis ministre, M. Maoungou, je suis ministre. Mon conseiller, mon directeur de cabinet, dans mon ministère, est accusé de détournement, pas de 100 000 francs, ou de 200 millions, mais milliards. Pendant ce temps, moi je ne suis pas au courant. Et je ne l'ai pas dénoncé avant. Et c'est par d'autres moyens qu'on l'interpelle. Et je suis libre avec ma conscience. Non. Je peux même de moi-même, je peux démissionner. Je démissionne de moi-même. Nous sommes presque arrivés. On va arriver là-bas pour aborder l'UPADES et l'opposition.